l'absence du président Tebboune à Doha. Un siège vide qui a fait beaucoup parler, simple bouderie diplomatique ou alors la partie visible d'une stratégie algérienne beaucoup plus profonde, plus calculée. Allez, on décrypte ça. Oui, c'est une absence qui n'est pas passée inaperçue, c'est clair. Aujourd'hui, on plonge un peu dans les coulisses de cette décision. Ça a surpris, voire agacé certains partenaires. Est-ce que c'était une réaction, épidermique face à un projet de communiqué jugé trop léger ? Trop tiède, oui, c'est le terme qui est revenu. Ou alors est-ce qu'on assiste à une affirmation délibérée d'Alger, une volonté de redéfinir sa place, ses priorités sur l'échiquier régional et international? On va essayer de comprendre la logique d'Alger, au-delà du bruit médiatique. Il faut dire que le contexte était explosif. Le sommet se tenait en pleine crise régionale aiguë. Donc forcément, l'absence du chef d'État algérien, après quelques hésitations initiales sur sa participation... Oui, on n'était pas sûr au début. Exactement. Ça a eu un retentissement particulier. Ça a tout de suite soulevé une vague d'interrogations. Que cherche Alger ? Quel message elle envoie ? Notre objectif, donc, décortiquer les indices qui suggèrent une démarche pensée, réfléchie, voir ce que ce choix révèle de la vision algérienne, de sa propre influence, de son rôle. On va s'appuyer sur les analyses parce que tout semble indiquer que ce n'est pas juste un coup de tête improvisé. Non, ce serait sous-estimer la diplomatie algérienne, je crois. Ce qui est frappant, c'est qu'avant même que la question de Doha se pose vraiment, Alger était déjà à la manœuvre, mais sur une scène bien différente. New York, c'est ça ? Précisément. L'Algérie a été particulièrement réactive dès les tout premiers instants de la crise régionale qui a précédé ce sommet. Sa priorité immédiate, ça s'est manifesté à l'ONU. Ah oui, ferciement. Oui, avec une demande pressante de réunion d'urgence du Conseil de sécurité. L'activisme s'est vraiment concentré là-bas, au siège des Nations Unies. Mais l'ONU, vraiment ? Ce n'est pas souvent vu comme une instance où, les grandes déclarations succèdent aux résolutions, pas toujours appliquées. Jouer la carte ONU en priorité, alors que les partenaires arabes se réunissaient, c'est pas un pari un peu risqué, voire un peu déconnecté des réalités régionales immédiates ? C'est une lecture possible, bien sûr. Mais elle ne correspond pas vraiment à la perception algérienne telle qu'elle transparaît dans leur démarche. Pour Alger, l'ONU, et surtout le Conseil de sécurité, ça reste l'arène où se jouent les vrais rapports de force internationaux. C'est là où ça compte. Voilà. C'est là que les décisions peuvent potentiellement devenir contraignantes, parce qu'elles impliquent directement les membres permanents, les grandes puissances. C'est là, dans cette vision, qu'on peut espérer obtenir des résultats tangibles qui vont au-delà du symbole. Donc l'idée serait... Pourquoi s'épuiser dans un sommet régional aux conclusions peut-être diluées quand on peut agir directement là où siègent les décideurs mondiaux ? C'est ça la logique ? C'est exactement ce calcul stratégique qui semble avoir prévalu. Alger aurait estimé avoir déjà obtenu, ou du moins avoir engagé l'essentiel de son action diplomatique sur la crise en cours, mais à New York. D'accord. En portant sa voix et ce qu'elle considère être la voix arabe et islamique sur ce dossier directement au Conseil de sécurité, elle estimait avoir fait le travail là où ça compte le plus, stratégiquement. L'argument, d'ailleurs largement relayé ensuite, c'était que l'action principale avait déjà eu lieu. Et donc Doha devenait secondaire ? Dans cette optique, une présence présidentielle à Doha devenait, sinon superflue, du moins secondaire, oui. Et il faut ajouter un élément crucial qui a filtré aussi. Oui. Une réelle déception, voire une irritation côté algérien face au projet de communiqué final qui circulait avant le sommet de Doha. Ce texte était jugé beaucoup trop en deçà de la gravité de la situation, trop timoré. Ah, d'accord. Donc en choisissant l'ONU comme premier terrain d'action, Alger a non seulement choisi son arène, mais a aussi, d'une certaine manière, court-circuité un processus régional jugé insatisfaisant d'avance. Ils ont voulu définir eux-mêmes le niveau d'ambition, en quelque sorte. D'accord, mais en privilégiant comme ça l'ONU, en affichant presque un certain dédain, on pourrait dire, pour le sommet de Doha, Alger ne prend pas le risque de s'isoler, d'être perçue comme celle qui joue perso, qui rompt le front arabe au moment où l'unité serait nécessaire. C'est quand même un message assez dur envoyé aux autres capitales, non ? Presque un désaveu de l'instance panarabe. Alors, la critique a été formulée, oui, et elle est compréhensible. On a pu parler de cavalier seul, de manque de solidarité, de mépris pour la Ligue arabe. Voilà.
Cependant, l'argumentaire algérien, tel qu'il se dégage des analyses concordantes, repousse cette interprétation. Pour eux, il ne s'agirait pas de dénigrement, mais de pragmatisme radical. Pragmatisme radical, j'aime bien l'expression. Oui. Face à un texte jugé faible et à la perception d'une certaine inertie des mécanismes régionaux, Alger aurait choisi l'efficacité présumée de l'action au niveau global. C'est une affirmation de sa souveraineté. Nous agissons là où nous pensons pouvoir obtenir des résultats, selon notre propre évaluation. Ils mettent d'ailleurs en avant les démarches entreprises à New York comme preuve de leur engagement. Ce pragmatisme radical, comme vous dites, ça ressemble quand même à une habitude, non? Ce n'est pas la première fois qu'Alger semble prendre ses distances avec ses grands raouts diplomatiques régionaux. Il y a une constance dans cette attitude. Effectivement, ce n'est pas un incident isolé. Ça s'inscrit dans une tendance plus longue, qui révèle un scepticisme structurel, profond, de l'Algérie vis-à-vis de l'efficacité réelle de certains formats panarabes, notamment la Ligue arabe dans sa configuration actuelle. On a des exemples. On se souvient d'autres absences présidentielles ou de représentations réduites au minimum syndical lors de sommets précédents, que ce soit en Égypte, en Arabie Saoudite ou ailleurs. Il y a une forme de récurrence dans cette posture sélective, oui. Une sorte de philosophie diplomatique? On pourrait presque y voir ça, oui. Une philosophie diplomatique algérienne qui s'affirme. Privilégier ce qu'ils appellent en interne le travail diplomatique concret, c'est-à-dire la négociation directe, la recherche de résolutions engageantes, souvent à l'ONU ou dans des cadres bilatéraux. Plutôt que les grandes messes. Voilà. Plutôt que de s'investir dans des sommets perçus comme trop protocolaires, trop axés sur la forme, et qui aboutissent souvent à des consensus à minima, jugés trop mous pour répondre aux enjeux. C'est une manière très claire d'affirmer une politique étrangère autonome, souveraine, qui refuse de se diluer dans des dynamiques collectives si celles-ci ne correspondent pas à ses intérêts ou à sa lecture stratégique. Et cette position, Alger ne s'est pas privé de la marteler, hein. La communication officielle a beaucoup insisté sur l'action menée à New York, la présentant comme la véritable initiative diplomatique. Ce qui est intéressant, c'est que cet angle a trouvé un écho, y compris chez certains grands médias arabes non algériens. Ah oui. Oui, parfois, l'initiative algérienne à l'ONU a été présentée comme une alternative plus directe, peut-être plus efficace face aux difficultés chroniques des sommets collectifs à produire des résultats forts. Un peu comme si Alger avait osé faire ce que d'autres pensaient tout bas. Oui, c'est possible. Cette idée d'une action onusienne potentiellement plus percutante, ça a une certaine résonance dans un contexte de frustration récurrente vis-à-vis des institutions panarabes. Ça a sans doute contribué à donner un certain poids, une certaine légitimité à la posture algérienne, au-delà de ses propres frontières, même si, évidemment, ça n'efface pas les critiques sur la méthode. Alors là, j'avoue, il y a un truc qui me chiffonne. Si Doha était si secondaire, si l'essentiel se jouait à New York, pourquoi diable envoyer le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf? Maintenir une présence ministérielle, même discrète, ça brouille un peu le message, non? C'est vouloir le beurre et l'argent du beurre. On critique, mais on garde quand même un pied dedans. C'est justement là que réside toute la subtilité ou la complexité. Ça dépend du point de vue de la stratégie algérienne. L'absence du président, c'est le signal politique majeur, le message fort. Priorité ONU, scepticisme sur le sommet, affirmation d'autonomie. D'accord, ça c'est clair. Mais la présence du chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, elle vise à éviter la politique de la chaise vide pure et simple. Ça aurait pu être interprété comme une rupture totale. Ah, je vois. Il s'agit donc de maintenir les canaux de communication ouverts, même à un niveau plus bas. C'est une façon de prendre la température, de suivre les discussions en coulisses, de montrer qu'Alger ne s'isole pas complètement du jeu régional, même si elle en conteste les règles ou l'efficacité. C'est un équilibre délicat, marquer sa différence sans claquer la porte définitivement. Un équilibre délicat, ou une posture un peu ambiguë. Et le comportement du ministre sur place, il était comment? Les échos qu'on a eus parlaient d'une attitude assez distante, presque en retrait lors des négociations finales. Ça colle avec cette stratégie? C'est exactement ce qui a été observé et rapporté par plusieurs sources présentes à Doha. Une attitude en retrait, notamment lors des tractations finales sur le communiqué. Pas d'empressement particulier à chercher le compromis ou à peser de tout son poids pour infléchir le texte. Donc, cohérent. Oui, cette posture est parfaitement cohérente avec la décision initiale. Le message politique principal ayant été délivré par l'absence présidentielle et l'action menée à l'ONU, il n'était plus question pour Alger de s'investir outre mesure ou de cautionner un résultat final toujours jugé insuffisant. La présence ministérielle était donc tactique, maintenir le contact, participer à minima pour rester informé et connecté, mais sans engager politiquement le pays sur un texte jugé décevant.
C'est, là encore, une manifestation de cette volonté d'autonomie jusque dans le langage corporel et l'attitude diplomatique sur le terrain. D'accord, on a bien décortiqué la manœuvre diplomatique, la tactique choisie pour ce sommet de Doha, mais pour oser ce genre de coup d'éclat, pour se permettre d'afficher une telle distance vis-à-vis des partenaires, il faut se sentir en position de force, quand même. Cette assurance affichée par l'Algérie, elle sort pas de nulle part. Sur quoi elle repose vraiment? Est-ce que l'amitié proclamée avec Moscou suffit à expliquer cette confiance en soi? C'est une excellente question. Parce que la posture diplomatique, évidemment, elle ne flotte pas dans le vide. Elle s'ancre dans des réalités stratégiques et économiques plus profondes. L'axe Alger-Moscou, c'est indéniablement un élément structurant. C'est une relation historique, héritée de la guerre froide. Oui, bien sûr. Beaucoup de dossiers internationaux, ce qui crée une proximité politique forte. Et pour Alger, c'est quoi l'avantage concret de ce partenariat très poussé avec la Russie? Au-delà des contrats d'armement, j'entends. Pour Alger, ce partenariat, c'est un multiplicateur de puissance et d'autonomie. Clairement, ça lui offre un levier diplomatique considérable sur la scène internationale, notamment au Conseil de sécurité où la Russie est membre permanent. Ça permet aussi de diversifier ses alliances, de ne pas dépendre exclusivement des partenaires occidentaux, Europe, États-Unis, et donc d'avoir les coups des plus franches dans sa politique étrangère. Une plus grande marge de manœuvre. Exactement. Savoir qu'on peut compter sur l'appui ou au moins la neutralité bienveillante d'un acteur comme la Russie sur certains dossiers clés, ça autorise sans doute une plus grande fermeté, une plus grande assurance dans les forums multilatéraux, y compris face aux partenaires arabes ou africains. Ça contribue à cette posture d'autonomie affirmée. Intéressant. Donc l'axe avec Moscou est un pilier. Mais il n'y a pas que ça. On entend beaucoup parler d'un projet économique colossal qui pourrait changer la donne géopolitique, le fameux gazoduc transsaharien. Est-ce que ça joue aussi dans cette confiance algérienne? Absolument. Et là, on touche peut-être au nerf de la guerre, au fondement matériel de cette assurance diplomatique. Ce projet de gazoduc, qui vise à transporter le gaz du Nigeria vers l'Europe en traversant le Niger et l'Algérie, c'est d'une importance stratégique crucial pour Alger. Même si c'est compliqué. Oui, c'est un projet de très long terme, complexe, semé d'embûches, notamment sécuritaires, dans la bande sahélienne. On voit bien les tensions actuelles au Niger. Mais sa simple perspective change déjà la donne. Comment ça ? Si ce gazoduc voit le jour, il positionnerait l'Algérie comme un hub énergétique encore plus central et incontournable pour l'Europe. Et dans le contexte actuel de guerre en Ukraine et de recherche désespérée par les Européens d'alternatives au gaz russe, ce projet revêt une actualité brûlante. Évidemment. Il représente une potentielle manne financière, bien sûr, mais surtout un levier géopolitique majeur. Donc, même si sa construction est encore hypothétique, le simple fait que ce projet soit sur la table, qu'il soit discuté sérieusement, ça renforce déjà la main d'Alger aujourd'hui. C'est ça l'idée. Le potentiel suffit à nourrir la confiance. Tout à fait. La perspective de devenir une plaque tournante vitale pour la sécurité énergétique de l'Europe, ça confère à l'Algérie un poids géopolitique et une capacité de négociation accrue, avant même que le premier mètre cube de gaz nigérien n'arrive sur les côtes européennes via ce pipeline. Ce potentiel énergétique est directement corrélé à l'assurance diplomatique qu'on observe. C'est logique ? Quand vous détenez potentiellement une partie des clés de l'approvisionnement énergétique du continent voisin, ça vous donne des arguments forts et une confiance certaine pour mener une politique étrangère plus indépendante, plus affirmée. Le partenariat stratégique avec la Russie et ce potentiel gazier majeur sont vraiment deux des piliers fondamentaux qui sous-tendent l'approche diplomatique plus décomplexée de l'Algérie qu'on a vue à l'œuvre autour du sommet de Doha. Bon, si on essaye de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce que tout ça nous dit, au fond ? Comment interpréter cette stratégie algérienne dans sa globalité ? C'est juste une série de coups tactiques ou il y a une vision d'ensemble derrière tout ça ? Ce qui se dessine, à travers l'analyse croisée des événements et des tendances de fond, c'est bien plus qu'une simple réaction d'humeur ou une série d'improvisations. L'absence à Doha, loin d'être un incident isolé, semble être la manifestation la plus visible d'une stratégie diplomatique cohérente, réfléchie, même si elle peut être contestée, bien sûr. Et on peut en identifier les lignes de force. Oui, on peut identifier les composantes clés. Premièrement, une priorisation très nette de l'action jugée la plus efficace au niveau international. Ici l'ONU, le Conseil de sécurité. Deuxièmement, un scepticisme assumé, voire affiché, quant à l'impact réel et à la pertinence des grands rassemblements régionaux traditionnels, type Ligue arabe. D'accord. Troisièmement, une volonté farouche d'affirmer sa souveraineté nationale et son autonomie de décision, quitte à s'écarter des consensus jugés trop faibles ou contraires à ses intérêts.
Quatrièmement, une gestion pragmatique de sa présence diplomatique. On évite l'isolement total en maintenant des canaux ouverts via le ministre, mais sans cautionner politiquement. Le coup du ministre, oui. Cinquièmement, un appui stratégique sur des partenariats clés comme celui avec la Russie, qui offre des leviers et une marge de manœuvre accrue. Et enfin, sixièmement, la consolidation de son influence future par des projets géoéconomiques structurants, comme le gazoduc transsaharien, qui vise à positionner l'Algérie comme un acteur énergétique incontournable demain. L'image qu'Alger chercherait donc à projeter, c'est celle d'un État pivot dans sa région, mais un pivot résolument autonome, qui choisit ses terrains d'engagement, ses partenaires, en fonction de ses propres intérêts et de sa propre lecture de l'efficacité. Une sorte de réal politique décomplexée face aux limites des cadres multilatéraux hérités du passé. Oui. L'idée d'un recalibrage stratégique semble bien décrire cette démarche, moins d'énergie investie dans ce qui est perçu comme des grandes messes régionales peu productives et une concentration des efforts sur des actions ciblées à l'international, ONU, sur des partenariats bilatéraux ou multilatéraux choisis, Russie, certains pays africains ou émergents, et sur la consolidation de son statut par des atouts géoéconomiques majeurs comme l'énergie. Avec des risques, j'imagine. Naturellement, cette stratégie comporte des risques importants. Elle peut être perçue par les voisins et partenaires comme de l'arrogance, un jeu trop individualiste, voire une tentative de déstabiliser les équilibres régionaux existants. L'Algérie s'expose aux critiques récurrentes sur son manque de solidarité arabe ou africaine. Mais cette approche, aussi controversée soit-elle, semble profondément ancrée dans la vision qu'a Alger de son propre rôle et de la manière la plus efficace de défendre ses intérêts dans un environnement international et régional en pleine recomposition. Il semble considérer que le monde a changé et que les anciennes méthodes ne sont plus adaptées. Cette analyse très fouillée de la posture algérienne, de ce recalibrage stratégique, ça nous amène inévitablement à une question beaucoup plus large qui dépasse le seul cas de l'Algérie. En effet, et c'est peut-être là que l'enjeu devient fondamental. Si des acteurs régionaux de premier plan comme l'Algérie aujourd'hui, mais potentiellement d'autres demain, choisissent de manière de plus en plus systématique de privilégier l'action unilatérale, bilatérale ou via des cadres internationaux restreints comme l'ONU ou des alliances ad hoc, au détriment des grandes organisations régionales ? Exactement. Au détriment des grandes organisations régionales établies, qu'il s'agisse de la Ligue arabe ou même de l'Union africaine. Quelles en sont les conséquences à long terme pour ces institutions elles-mêmes ? Ça soulève une interrogation majeure. Oui, c'est une vraie question de fond. Est-on en train d'assister à une érosion lente, mais inexorable de la cohésion, de l'utilité, voire de la simple pertinence de ces structures héritées du XXe siècle, conçues sur un idéal d'unité et de concertation? Se dirige-t-on vers une diplomatie régionale de plus en plus fragmentée, de plus en plus transactionnelle, où les États naviguent au gré de coalitions d'intérêts mouvantes et d'alliances de circonstances? Ou l'inverse? Ou bien, à l'inverse, est-ce que cette pression exercée par des membres influents mais critiques pourrait agir comme un électrochoc, contraignant ces institutions panarabes et panafricaines à se réformer en profondeur pour regagner en crédibilité, en efficacité, en pertinence? Peuvent-elles réellement s'adapter à une époque où le pragmatisme, voire le cynisme national, semble si souvent l'emporter sur l'idéal affiché d'unité régionale? C'est un défi structurel immense, effectivement. Si l'idée s'installe durablement chez plusieurs acteurs clés, que l'action solitaire ou en petit comité est finalement plus rentable diplomatiquement que la concertation élargie dans les cadres traditionnels, ça pourrait redéfinir en profondeur non seulement la coopération, mais aussi la compétition et les rapports de force au Moyen-Orient et en Afrique. Une question fondamentale sur l'avenir même du multilatéralisme régional, à l'heure où les intérêts nationaux semblent plus que jamais redessiner la carte du monde. De quoi assurément nourrir nos réflexions futures.